Luc Olivier, c'est bon pour vous, vous pouvez commencer. Top départ. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous partager mon écran. Un petit instant. Écran numéro 2. Donc bonjour à toutes et à tous, que ce soit en direct ou en rediffusion. Aujourd'hui, donc au sein de la data, je vais vous parler des travaux que je mène, à la fois en tant que doctorant, mais également en tant que data scientist en collectivité. Je m'appelle Luc-Olivier Hervé et donc je vais essentiellement parler de travaux que j'ai pu mener lorsque j'étais au département de la Loire-Atlantique sur, on va voir justement, à la fois la création d'un entrepôt de données individuelles, mais également les différentes phases de traitement. Et on va voir qu'il y a également la création d'outils qui permettront à d'autres, soit institutions, de mobiliser le même genre de choses pour pouvoir croiser le même genre de données. On va voir ça, soit pour pouvoir analyser, et notamment analyser comment, analyser à l'aide d'une méthode relativement inédite qui permet d'identifier, de visualiser, mais également de catégoriser des trajectoires. Alors, mes investigations ont commencé en 2017, donc lorsque j'étais au département de la Loire-Atlantique, et ont donné lieu donc à un doctorat que je suis actuellement en train de finaliser. Les premiers travaux, les premières réflexions visaient à nourrir la collectivité afin d'alimenter sa stratégie départementale d'insertion au travers donc de la mise en place d'une étude qui permettrait à la fois, dans un premier temps, de décrire qui sont les allocataires du RSA, le revenu de solidarité active, on va y revenir, mais également de comprendre finalement quelles sont leurs dynamiques au sein du dispositif. Finalement, est-ce qu'une fois rentrées, les personnes sortent ou pas rapidement du dispositif? Et bien évidemment, une fois qu'on a identifié cela, on a envie de savoir et besoin de savoir finalement quels sont les facteurs, les leviers qui font que les personnes sortent ou ne sortent pas. Alors aujourd'hui, donc je suis seul à parler, mais bien évidemment, c'est un travail mené en équipe, à la fois finalement avec les services appelés métiers, c'est-à-dire notamment les spécialistes de tout ce qui est insertion, mais d'autres thématiques, on va venir tout à l'heure là-dessus. Bien évidemment, les services techniques, notamment les services informatiques, et on va également, bien évidemment, parler de différents outils et méthodes que j'ai pu mobiliser dans le cadre de ces travaux qui continuent aujourd'hui sous d'autres formes. Alors, donc en 2017, donc c'est le grand saut, finalement, pour essayer de, alors non sans mal, de s'attaquer aux politiques d'insertion et à la meilleure compréhension des politiques d'insertion, et notamment avec tous les paradoxes, j'en ai rappelé quelques-uns ici, autour du revenu de solidarité active. Le revenu de solidarité active donc, est un dispositif qui a été créé en 2009, qui a remplacé le revenu minimum d'insertion, donc le RMI, mais également l'aide parents isolés, l'API. Et finalement, c'est un dispositif qui est donc, comme je le disais précédemment, entre guillemets, entouré, bourré de paradoxes. Le premier, c'est finalement qu'à l'échelle nationale, la France avait jamais mené d'expérimentation d'aussi grande ampleur avant la génération du dispositif RSA. C'est-à-dire que finalement, il y avait eu la mise en place et différentes mesures sur une cinquantaine de zonages, soit départementaux, soit infradépartementaux, pour justement, avant la mise en place de ce dispositif, pour comprendre quels pourraient être les effets et, au besoin, ajuster le cadre, notamment légal, autour de ce dispositif-là. En revanche, bon, ça a été le RSA généralisé avant les derniers résultats des personnes qui étaient chargées de faire cela. Deuxième difficulté, davantage que paradoxe sur ce point, c'est le fait qu'il s'agit donc d'une politique nationale, il y a un cadre national, en revanche, qui est appliqué au quotidien à l'échelle locale et notamment à l'échelle départementale. Le RSA, c'est à la fois un dispositif, enfin une aide financière, mais c'est également donc une aide financière qu'on appelle différenciée, on y reviendra peut-être dans les questions, mais c'est également un dispositif d'accompagnement des allocataires en vue, donc il y a une multiplicité d'acteurs, donc ça rajoute aussi des complexités, donc, comme je le disais, à la fois département, mais également la caisse d'allocation familiale et la MSA, qui est la mutualité sociale agricole, l'équivalent un petit peu de la CAF, mais dans le monde agricole, Pôle emploi, les centres médico-sociaux, etc., etc.
Il y a finalement un autre paradoxe, c'est que le revenu de solidarité active, donc le RSA, représente un poids extrêmement important, alors tant budgétairement que socialement. À titre d'illustration, en Loire-Atlantique, par exemple, à l'échelle du département, le revenu de solidarité active représente 16% du budget de la collectivité, rien que le versement de l'allocation. Donc on ne compte pas là-dedans les différentes équipes qui travaillent autour de ces thématiques-là, de ces enjeux-là. Donc un fort poids budgétaire, un fort poids social naturellement, mais finalement, quand on étudie, et donc ce que je fais depuis 2017, le sujet, on se rend compte qu'il y a relativement peu, entre guillemets, d'études fines sur ce dispositif. Autre paradoxe, c'est que finalement, quand on regarde les objectifs de départ du revenu de solidarité active et donc les résultats, que ce soit par exemple en termes de pauvreté ou de reprise d'emploi, on se heurte à deux difficultés. Sur la pauvreté, le revenu de solidarité active ne permet pas de sortir de la pauvreté. Plus de 90% des allocataires vivent sous le seuil de pauvreté. Et en termes de reprise d'emploi, on se heurte à d'autres difficultés, c'est notamment, on va revenir tout à l'heure, des difficultés de mesure sur la reprise effective ou non d'un emploi après avoir bénéficié du dispositif RSA. Un autre paradoxe, une autre difficulté, c'est la multiplicité des outils. Alors, à la fois en termes de saisie dans les différentes collectivités, au travers des logiciels propriétaires, Solis, Iodas, Genesis ou d'autres, mais également des difficultés en termes de consultation de données, puisque donc, ces outils se requêtent donc pour récupérer les données de manière différente, que ce soit par Business Object, SQL ou d'autres outils. Et enfin, pour illustrer quelques-unes des difficultés et paradoxes autour du RSA, l'hétérogénéité finalement, à la fois dans les méthodes d'administration, de gestion et d'expertise des données relatives au RSA. Donc, de nombreuses questions et finalement, pas nécessairement toutes les réponses à ces questions, du moins donc avant la mise en place de travaux, donc comme je disais tout à l'heure, qui ont commencé en 2017, qui ont nécessité de mettre autour de la table à la fois la CAF, la MSA, les services techniques départementaux, et avec donc la mise en place notamment d'un comité technique, par exemple, pour illustrer, qui se voyait régulièrement et qui, en gros, pendant 6-7 mois, s'est vu 1 à 2 fois par mois, à la fois pour pouvoir comprendre les données, élaborer un entrepôt de données individuel et avant du coup d'amorcer vraiment à proprement parler l'analyse et également du coup bien évidemment regarder les différents indicateurs et différentes variables qui sont saisies dans les outils. Aujourd'hui, ces travaux-là et donc les réponses à ces différentes questions, là j'en ai mis quelques-unes à l'écran. La réponse à ces différentes questions est de deux natures. La première, c'est répondre à proprement parler à la question pour le département de la Loire-Atlantique, dans le cadre donc, des travaux de doctorat que je mène, mais c'est également pouvoir faciliter à la fois la duplicabilité, pouvoir reproduire ce type de travaux. Alors à la fois vraiment sur le RSA avec la création d'entrepôts de données individuels en fournissant les clés de lecture, les périmètres, les conditions des différentes requêtes qui ont permis de croiser différentes thématiques, mais également, on va le voir tout à l'heure, à la fois de restituer des données brutes au travers donc d'une plateforme open data, bien évidemment des données contextualisées, analysées au travers de différentes productions, et enfin un outil qui permet donc de dupliquer le type d'analyse qu'on va voir par la suite, qui permet de catégoriser et de visualiser des trajectoires dans un dispositif. Alors, sur les données donc départementales, et c'est le cas dans tous les départements, finalement, si on fait une analogie, c'est un petit peu comme dans la maison démontable de Buster Keaton, l'image que vous avez à droite. C'est que finalement, on a tous les attributs d'une maison, mais rien n'est bien droit et il s'agit peut-être de tout remettre d'équerre. Les données départementales, que ce soit en Loire-Atlantique ou ailleurs, c'est un petit peu la même image. C'est-à-dire qu'effectivement, l'intégralité des données existe, peu ou prou. En revanche, sont structurées dans des environnements qui, initialement, sont cloisonnés. Les données relatives au RSA ne sont visibles que dans certains outils relatifs au RSA. Mais si on veut savoir dans le même temps si la personne qui est allocataire du RSA a eu, par exemple, ou pas, des aides financières, des aides au logement au titre du FSL, relève également de mesures de protection de l'enfance au titre de l'ASE ou de choses comme ça, finalement, ce n'était pas possible. Donc, il s'agit déjà de pouvoir décloisonner ces différentes bases de données. Donc, comme je disais, à travers de différentes méthodes qui, aujourd'hui, permettraient et permettront de pouvoir dupliquer dans d'autres collectivités. Alors, bien évidemment, il y a différentes contraintes à faire cela. La première, naturellement, elle est légale, par rapport notamment à tout ce qui est secret
statistiques et respect naturellement des données privées, individuelles. Bien évidemment, c'est extrêmement bordé et c'est bien légitime. Et donc bordé notamment par différentes choses, à la fois des conventionnements entre la CAF et le département, la MSA le département, Pôle emploi le département notamment, mais également par les institutions, les différentes institutions dans lesquelles j'ai pu travailler, où justement il y a un cadre qui permet ce travail-là. Des contraintes également en termes de sécurité, naturellement, de stockage notamment, de données individuelles sur longue période, puisqu'on va voir tout à l'heure qu'on parle de données individuelles, qui sont des données en fait initialement donc quotidiennes, qui sont ensuite agrégées mensuellement. Par exemple, dans l'exemple que je vous ai mis par la suite, sur des allocataires du RSA en Loire-Atlantique, environ 30 000 personnes, qu'on suit depuis 2013, de 2013 jusqu'à aujourd'hui. Donc également des problématiques au-delà de techniques volumétriques très importantes, puisque naturellement on se retrouve très rapidement à avoir à manipuler des très gros jeux de données. Donc un enjeu également de reconstruction finalement de données longitudinales, en gros de cohortes. On a des données qui sont éclatées dans différents environnements, RSA, des données sur l'état civil, des données sur les aides financières, etc., etc. Il s'agit de pouvoir reconstruire ces différentes choses-là pour pouvoir analyser des trajectoires. Et donc pour faire cela, donc notamment mobiliser différentes méthodes, on va y revenir. Sur le traitement, pour ne pas devenir fou du fait du côté répétitif, mais donc de besoin d'homogénéiser les données, finalement, il y a différents enjeux. Le premier, c'est à la fois de pouvoir récupérer ces données de flux qui bougent en fait au jour le jour. Lorsque une personne qui accompagne un allocataire du RSA rencontre un allocataire, elle va renseigner, alors soit en direct, soit c'est plus courant après le rendez-vous, différentes informations sur les outils. Donc, c'est des données qui bougent au jour le jour. Il s'agit du coup de pouvoir mettre en place un système pour récupérer des données et surtout les homogénéiser. Il s'agit également, et c'est notamment ce que je vois là au travers des travaux que je mène actuellement, il s'agit également de pouvoir mettre à plat des définitions de variables partagées, et notamment à travers des périmètres associés à chacune des requêtes construites. Là, pour la récupération notamment des données qu'on voyait précédemment, pour récupérer des données à la fois sur le RSA, les aides au logement, la protection de l'enfance, les données relatives au handicap, par exemple, ou les rendez-vous en sortie médico-sociaux. Il a s'agit de construire différentes requêtes, 4 grandes requêtes, qui relancent une trentaine, une quarantaine de requêtes imbriquées, et donc chacune ayant des périmètres et des conditions différentes. Bon, si je suis ici aujourd'hui, c'est aussi pour vous dire que finalement, ce travail-là, il est possible, même si d'un département à l'autre, les outils sont parfois bien différents. C'est possible à la fois parce que finalement, ce travail-là a été internalisé au sein de la collectivité, mais également qu'il y a eu ce soutien de la collectivité pour pouvoir engager les travaux de recherche et notamment pouvoir pousser plus loin à la fois le recueil des données, mais également leur analyse. Et bien évidemment, je n'oublie pas la souplesse et la possibilité de mobiliser des outils relativement innovants, que ce soit en collectivité ou en institution, que ce soit notamment le logiciel NIME ou le logiciel R, qui sont 2 logiciels que j'utilise dans ces travaux. Alors, pour finalement suivre un individu dans les rouages complexes des dispositifs d'accompagnement, c'est compliqué. Donc, une fois finalement qu'on a préparé les données, qu'on a réussi à les homogénéiser, comment il est possible de faire, de suivre chaque individu, et après, à partir de chaque situation individuelle, dans ces rouages compliqués, pouvoir dégager des grandes tendances, pouvoir finalement dégager des trajectoires. Finalement, pour faire cela, il y a 2 grandes familles de méthodes. La première, ce sont des méthodes que j'appelle statiques. C'est ce que vous avez à gauche, c'est-à-dire finalement, on va prendre des photographies successives à différentes dates et par des méthodes plus ou moins élaborées, comparer l'évolution des situations, comparer des proportions d'individus qui sont dans telle ou telle situation et pour essayer derrière d'en dégager des grandes tendances. C'est pas le cadre dans lequel on s'inscrit. Alors, dynamique, finalement, là-dedans, il y a également, entre guillemets, 3 grandes familles. La première, c'est finalement, ça consisterait à partir d'hypothèses avant de construire un modèle. Se dire, bah, tiens, tel type d'accompagnement, tel type de dispositif aurait tendance, dans la littérature ou dans les faits issus d'expériences terrain, par exemple, d'entraîner telle ou telle chose. Ce qui veut dire que du coup, donc on parle là de modèles économétriques plus ou moins complexes, de construction de fonctions également plus ou moins complexes, avant d'essayer de revenir à la... Et donc ces modèles sont de plus en plus compliqués, plus on essaye de coller à la réalité complexe par définition de ce que vivent les individus. Ou alors, on part vraiment des données,
vraiment des données brutes, et on essaie du coup derrière d'en dégager des grandes tendances. Donc pour faire ça, ce sont les deux sphères que vous avez en rangée. Deux, en gros, grandes familles de méthodes. La première, c'est finalement se dire, voilà, on a envie de retomber sur des méthodes assez simples de catégorisation, d'analyse multivariée, ACP, AST, etc. Et donc pour faire ça, finalement, on va recoder, on va modifier les données de départ en effaçant, entre guillemets, le caractère temporel. On a bien des photographies successives au fil du temps, mais finalement, on va modifier les données avant d'appliquer des catégorisations pour pouvoir après dire, oui, il y a des individus qui passent par telle ou telle chose, etc. En revanche, du coup, vu qu'on a manipulé les données en amont, on a modifié le format de ces données, et donc on perd un peu cette dimension temporelle. Deux autres méthodes, et donc notamment c'est là-dedans qu'on s'inscrit, les cartes de Cohen ou l'analyse de séquence par appareillement optimal, qui est donc la méthode utilisée en Loire-Atlantique, qui permettent, elles, en revanche, de pouvoir garder ce caractère temporel, pouvoir regarder la situation de chaque individu à chaque date, et derrière, en partant factuellement de ces différentes situations, pouvoir catégoriser et créer des groupes d'individus. Comment on fait ça? Donc, comment on mobilise l'appareillement optimal de séquence, donc l'optimal matching en anglais, d'où OMA en acronyme. Finalement, pour faire ça, il y a 6 étapes. Les deux premières sont vraiment propres à la méthode, à l'appareillement optimal. La troisième, donc, ça consiste vraiment à appliquer une classification, et ensuite on a des résultats. La première étape, donc c'est ce que vous voyez à l'écran, ça consiste déjà à choisir le type de cohorte qu'on veut suivre, une cohorte de stock, une cohorte de flux, etc. Choisir également la temporalité et les différentes situations qu'on va suivre. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à l'étape 2, qui est vraiment propre également à l'analyse de séquence, qui va consister à définir différents paramètres et différentes méthodes pour pouvoir calculer ce qu'on appelle une matrice de distance, qui est en gros une matrice carrée, donc avec les individus en ligne et en colonne, avec des diagonales qui sont égales à 0. Et donc cette matrice-là permet de savoir et de déterminer en fait une proximité ou une dissimilarité, donc en gros une proximité ou un éloignement entre chaque individu. Et en gros, la proximité ou l'éloignement, c'est quoi? C'est fonction de différentes choses, à la fois la situation que chaque individu a vécue dans le temps, mais également l'enchaînement de ces situations-là, pour pouvoir derrière dégager des groupes de trajectoires. Une fois qu'on a fait cette étape 2, on passe du coup sur des méthodes en revanche, étape 3, de classification assez classique, pour se dire finalement quel est le nombre de groupes opportuns qu'il convient que je retienne. Donc il y a différentes méthodes pour faire ça, je passe. Et ensuite, donc, on arrive à en parler sur les méthodes et sur les résultats. Il y a dans cette présentation différents éléments cliquables, notamment ici des éléments pour aller plus loin sur la méthodologie. Donc finalement, par contre, avec ce gros volume de données individuelles sur longue période extrêmement précise, on se retrouve à devoir trouver l'équilibre entre la finesse des données, elle est sans cesse plus précis, sans cesse plus fin sur ce qu'on a, mais également parvenir à garder de la clarté dans le propos. Pour faire ça, on est aidé par 4 facteurs. Le premier, c'est que finalement, c'est des travaux et des méthodes qui sont mobilisables sur le temps long. Donc là, tout à l'heure, c'est ce que je disais, on parle de données qui courent depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Mais également, la force de ces méthodes-là, c'est qu'on travaille sur l'exhaustivité de l'ensemble des situations individuelles avant de dégager des tendances et d'identifier finalement des groupes de trajectoires. Ça, c'est la première force. La deuxième force, donc, c'est finalement, ça revient un peu à ce que je viens d'expliquer, c'est que donc on s'appuie vraiment sur les situations réellement vécues par les individus. Ces travaux-là également ont été affinés par notamment la mise en place de profils types avec des croisements de plusieurs variables pour vraiment décrire le plus précisément possible les personnes. Et enfin, avant d'en venir aux résultats, les différents graphiques de trajectoire finalement ont deux pouvoirs. Le premier, c'est vraiment un pouvoir narratif, de montrer précisément les différentes situations individuelles des personnes sur la période considérée, mais également un pouvoir de synthèse extrêmement précis. Vous avez ici, par exemple, à titre d'illustration, l'ensemble des enchaînements de situations pour 31 200 individus, suivi de janvier 2013 à décembre 2018. Finalement, donc chaque petit bout de ligne, ce sont des situations individuelles, donc mois par mois. On passe d'une couleur entre guillemets à une autre, d'une situation à une autre. Vous avez la légende qui se trouve juste en dessous. Quand on voit ça, finalement, le premier avantage, c'est que donc on voit finalement une grande tendance de sortie, qui est donc la surface rouge, sortie de dispositif en fin de période. On voit également des phénomènes d'entrée-sortie, des petites taches rouges, des mois donnés, où l'individu sort entre deux situations différentes, d'accompagnement, non-accompagnement, de tel type de contractualisation ou autre. Enfin, toujours en statique, avant donc d'appliquer la méthode d'appareillement optimal de séquence, il peut être intéressant de regarder les motifs de sortie. Donc là, je vous ai mis simplement une synthèse mensuelle, globale, pas dynamique dans le temps, mais donc notamment les motifs de sortie du dispositif RSA, qui en Loire-Atlantique sont dans 7 cas sur 10
le fait de ressources financières trop élevées, ce qui est plutôt rassurant, ou de déclarations trimestrielles de ressources qui ne sont pas fournies pour 17%. Donc là, pour le coup, davantage des raisons administratives. Donc, on parle de situation individuelle. Donc, le graphique que vous avez précédemment, que vous avez tout en haut de la slide ici, donc, qui s'appelle un tapis individuel. Vous appliquez donc les méthodes d'appareillement optimal de séquence, les différentes étapes. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'il en ressort en Loire-Atlantique en suivant les individus de 2013 à 2019? Il en ressort qu'on dégage 3 grands groupes de trajectoires. Donc, finalement, on part de situations individuelles vécues pour identifier des groupes de dynamique, des groupes d'individus qui vont connaître des trajectoires de sortie ou de non-sortie des dispositifs RSA. Un premier groupe, donc en dessous, vous avez des graphiques de flux qui se lisent un peu comme des cartes de flux. Chaque rectangle, vous avez des dates, des proportions, et entre chaque barre, vous avez donc des flux d'individus qui passent d'une situation à une autre. Premier groupe d'individus, des personnes qui sortent rapidement. En une année, il y a 40% qui sont sortis. Et finalement, en fin de période, quasiment tout le monde est sorti. La surface rouge est énorme. Deuxième groupe, finalement, des individus qui ne contractualisent que peu et qui sortent lentement en fin de période, avec grosso modo un tiers des individus qui sont sortis du dispositif. Là, ça questionne notamment sur l'absence de contractualisation, malgré le fait que ces individus sont en couleur vert foncé, ou sont dans une situation où finalement elles n'ont pas contractualisé, mais pourtant elles sont tenues de le faire, elles sont soumises droit et devoir, mais elles ne l'ont pas fait sur l'ensemble de la période. Ça pose question du coup sur les méthodes, soit de relance et ou d'accompagnement. Enfin, un dernier groupe d'individus qui finalement passent par des situations, sort un peu en fin de période, rouge foncé, mais avant passe essentiellement par des situations où elles sont suivies par Pôle emploi dans le cadre d'un PPAE. L'ensemble de ces travaux-là, finalement, permettent de couvrir l'intégralité du cycle de vie de la donnée, à la fois du recueil des données, qui donc finalement sont des travaux aujourd'hui qui sont duplicables pour d'autres collectivités, donc ces fameuses trentaines de requêtes qui permettent de décloisonner des environnements qui initialement sont cloisonnés. Deuxième étape, donc finalement toutes ces étapes de croisement, d'appurement qui sont réalisées sur 2 logiciels distincts sont également mobilisables en mettant en données d'entrée des données d'autres collectivités. Ensuite, donc, des phases d'analyse avec différents rendus, à la fois une plateforme Open Data que vous avez en haut, donc qui est notamment mise en forme à l'aide du logiciel Sphinx, des analyses de type profil type avec des choses en 2 temps, à la fois d'abord une ACM avant d'appliquer une méthode dite de moyenne mobile pour identifier 5 profils d'individus en croisant différentes variables. Mais enfin, dernier temps, une méthode facilitée, et donc aujourd'hui un outil qui est diffusé grand public et gratuitement, qui s'appelle V4Age, pour visualiser et catégoriser les trajectoires, qui est une application AirShiny qui permet de rentrer ses propres données de cohorte, que ce soit sur le RSA ou sur n'importe quel autre sujet, et donc à l'aide de boutons et de menus déroulants, de pouvoir dupliquer ce type de travaux et pouvoir en ressortir les mêmes graphiques de résultats sans avoir à faire une seule ligne de programmation. Et sachez qu'il y a beaucoup de programmation derrière, et c'est extrêmement fastidieux, même si cette application s'appuie sur des packages R qui existaient déjà, notamment le package Traminaire, mais est enrichi par d'autres choses et permet également, de manière plus simple, de manipuler les choses. C'est un outil qui a été développé de manière collaborative entre 2 départements, la Loire-Atlantique et l'Isère, mais également la MRIE. Et donc aujourd'hui, cet outil-là est diffusé gratuitement. À venir, des applications donc, de ces différentes étapes, du recueil des données, le croisement, open data, analyse de trajectoire, sur plusieurs collectivités. Ça permettra à la fois de davantage travailler sur l'industrialisation et donc notamment issues de données d'entrée qui sont un peu différentes, puisque sur des outils différents d'un département à l'autre, mais également de prendre du recul précisément sur les données qui existent ou qui n'existent pas dans les différentes collectivités, mais sur les résultats également, afin de notamment pouvoir nuancer les résultats mis en lumière en Loire-Atlantique et pour pouvoir voir des différences d'un département à l'autre. Enfin, donc ici, différents raccourcis vers différentes soit publications ou l'application V4Age, donc visualiser catégories des trajectoires, que vous avez en bas à droite. Donc différents éléments cliquables. Et enfin, tout en bas à droite, un ouvrage de monsieur Nicolas Robette, qui est un démographe qui travaille à l'INED,
notamment, et qui a fait un ouvrage remarquable sur l'analyse de trajectoire et donc sur ces méthodes-là. Je vous remercie et je prends vos questions avec plaisir. Et je remercie naturellement l'ensemble des partenaires et sponsors qui permettent que ce salon de la data 100% numérique non seulement se passe, mais également se passe bien. Merci. Alors, je vais actualiser la page de questions. Alors. Donc apparemment, il n'y a pas de questions. J'en vois une qui vient d'apparaître. Alors, l'application Vicatrage est destinée à qui? Pourriez-vous nous donner plus de précision? Alors, tout à fait. Alors, l'application Vicatrage, elle est destinée à qui? À qui veut, puisque distribuée gratuitement, en tout cas, notamment aujourd'hui via le site observatoire loire-atlantique.fr. Donc, il y a un lien dans la présentation qui sera rediffusé. Alors, pourquoi destinée aussi largement? Puisqu'en fait, finalement, comme je vous le disais, il n'y a pas une ligne de code à saisir. Il y en a, bien évidemment, en amont, à la fois pour automatiser le traitement, mais également pour créer une interface. En revanche, donc, en rentrant ses propres données de départ, en jouant avec des boutons déroulants, on peut lancer les différents calculs. Donc, c'est à la fois mobilisable par des cabinets privés, par exemple, qui travaillent pour des collectivités ou institutions, ou également, naturellement, pour différentes institutions ou collectivités qui souhaiteraient pouvoir dupliquer ce genre de choses-là le plus facilement possible. Ensuite, l'ensemble des résultats, et graphiques, etc., sont exportables naturellement, de l'application directement ensuite sur son poste. Et enfin, l'application est utilisable de deux manières, soit directement en ligne via un GitHub qui permet de charger ses données, soit directement en téléchargeant l'application, en la lançant, et du coup en faisant ça en local sur son poste. Aujourd'hui, donc, il y a notamment des questions par rapport à ça, sur des retours quant à l'utilisation de cet outil Vicatrage. Oui, pour l'instant, les retours sont bons. Là, on est déjà aujourd'hui, donc notamment, ces retours ont permis de passer à une version 2 de Vicatrage, en facilitant notamment l'ergonomie et en rajoutant une page d'accueil un peu plus facile. Et de la même manière, par la création, donc notamment via ma page LinkedIn professionnelle, d'une sorte de réseau en fait, des utilisateurs de Vicatrage. L'idée étant à la fois de partager finalement les applications utilisées, les sujets sur lesquels on a utilisé cette application-là, mais également du coup pouvoir suggérer, voire contribuer, puisqu'il est toujours possible d'améliorer, des améliorations de cet outil-là. Voilà. Sachant que du coup cette méthode-là est mobilisable sur différentes thématiques. Là on parle de dispositifs d'aide et donc d'individus conçus dans le temps, mais on peut très bien imaginer, et il existe aujourd'hui quelques travaux, très rares, mais ça existe, qui mobilisent cette méthode-là sur d'autres choses. Notamment, je pense par exemple à des travaux d'un chercheur rennais, Monsieur Commange, qui travaille sur l'utilisation des sols, par exemple, pour essayer de catégoriser finalement des groupes de territoires, de zones qui connaissent des dynamiques d'artificialisation ou de naturisation qui sont sensiblement proches, par exemple. Donc appliquer un dispositif d'aide, occupation des sols ou autre. Et donc c'est des travaux qui aujourd'hui se poursuivent. Et donc comme je disais tout à l'heure, avec un passage à l'échelle et donc une application sur d'autres départements qui est actuellement en cours. J'actualise la page des questions. J'espère avoir répondu clairement à la question. Sinon, n'hésitez pas dans le chat à rajouter du coup des petites précisions. Alors, il y a des remerciements pour ce travail, mais merci beaucoup. Alors, à la lumière de cette analyse, quels sont les leviers pour le département sur une politique publique fixée par l'État? Et donc des remerciements de Monsieur Gallien. Merci Monsieur pour cette question. Donc deux choses. Alors la première, donc ça relève aussi, ça appuie aussi une des complexités du RSA. C'est donc qu'il y a un cadre national, certes. En revanche, la mise en place au quotidien est départementale. Si je prends, et donc du coup il y a des marges de manœuvre. D'un département à l'autre, les dispositifs d'accompagnement ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc notamment également, si je prends l'exemple simple, l'orientation. Un individu qui rentre au dispositif RSA, il doit être orienté, soit vers l'emploi, souvent donc, avec un accompagnement qu'on appelle un PPAE, donc vers Pôle emploi, un projet personnalisé d'accompagnement à l'emploi, soit vers du social. Et donc là, du coup, le social, il y a différents types d'accompagnement, avec différents degrés d'accompagnement. Il y a des collectivités où il y a des accompagnements socio-économiques qui existent. Il y a différentes choses comme ça qui existent dans la pratique au quotidien
et donc il y a des marges de manœuvre néanmoins pour les départements. De la même manière, pour un département, ça appuie, ça met en exergue à la fois l'importance de saisir notamment correctement différentes données. Par exemple, on avait voulu là travailler sur l'effet du niveau de diplôme sur la sortie, puisqu'après, finalement, après avoir identifié les types de trajectoires de sortie ou de non sortie, pouvoir identifier les caractéristiques individuelles, l'accompagnement et l'effet du territoire. Dans les caractéristiques individuelles, il y avait notamment donc, le niveau de diplôme, qui malheureusement, par exemple, sur les données utilisées, là, sont relativement peu renseignées et peu mises à jour, donc pas mobilisables. Donc, voilà, de la même manière, un levier aussi pour la collectivité pour sensibiliser. Et donc cette sensibilisation-là n'est possible et facile que justement, notamment en rendant clair, le plus clair possible, à la fois les différents résultats, mais également en rendant accessibles les données. Voilà, c'était juste pour illustrer. Il y aura d'autres manières, mais voilà, un des points clés pour illustrer cette question, et donc notamment sur les leviers et les possibilités pour un département d'agir de telle ou telle manière. De la même manière, l'orientation dans certaines collectivités est par exemple automatique. Et donc ça a également des conséquences. Je regarde les questions en même temps que vous. Merci. J'attends voir encore un petit peu. On était à peu près 12 personnes à la conférence pour information. D'accord. En tout cas, ils ont apprécié. Tout est clair. Bon, bah, du coup, c'est bon. On va vous libérer et merci encore de votre participation à ce salon. En espérant éventuellement vous revoir pour d'éventuels développements pour 2021. Avec grand plaisir. Et il y en a qui sont en cours et qui, effectivement, pourraient intéresser. Ok, bah, n'hésitez pas à revenir vers nous et encore merci. Merci beaucoup. Au revoir.